être à l'origine de leur propre disparition. Comment les humains ont-ils pu en arriver là? Bernard Stiegler, éminent philosophe, spécialiste des rapports de l'homme avec la technique, nous révèle la cause de notre irresponsabilité. La mère de toutes les catastrophes. 2 minutes d'écoute attentive, s'il vous plaît. Au début du XXe siècle, le capitalisme s'est trouvé confronté à un très gros problème. C'est qu'il produisait trop de produits industriels pour la demande de consommation, que d'ailleurs à l'époque on n'appelait pas la consommation. Et à ce moment-là, un personnage fort connu qui s'appelle Henry Ford, fondateur des usines Ford, a inventé le consommateur, la consommation, ce qu'on a appelé ensuite les public relations, la publicité, le design et finalement le marketing. Il a inventé cela en même temps qu'Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, qui à l'époque vivait aux États-Unis et qui, utilisant la théorie de son oncle, la théorie de l'inconscient, la théorie du désir, Edward Bernays et les penseurs de ce qui va devenir dans les années 50 le marketing ont mis au point des techniques de captation de l'attention et de la libido du consommateur pour détourner la libido, c'est-à-dire l'énergie du désir individuel et collectif, vers les marchandises. Le XXe siècle a exploité l'énergie libidinale et l'a exploité tellement qu'il l'a usée jusqu'à la corde. Et quand on détruit la libido, le désir, qu'est-ce qu'on fait? On produit ce que Freud appelle de la pulsion. À partir des années 70, 80, et surtout 90, ça s'est grippé. La télévision a commencé à se poubelliser. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à la télé, pour faire de l'audience, il faut mettre du pulsionnel. Il faut mettre du sexe, il faut mettre de la violence, il faut mettre des choses qui ont une efficacité que seule la pulsion a. Nous sommes devenus des êtres pulsionnels. Or, un être pulsionnel est un être qui a le nez, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qui n'est plus capable d'anticiper, qui n'est plus capable de raisonner. La vraie catastrophe, c'est cette perte de la raison. Il est tout à fait possible de trouver des solutions à l'eau, au manque d'énergie fossile, à la surpopulation. Il est tout à fait possible que la planète se ressaisisse. Mais la seule possibilité, c'est qu'elle reprenne conscience de la nécessité de s'élever par son intellect, par sa spiritualité, par sa raison. Alors je dirais pas exactement que je suis pessimiste. Parce que quand on dit qu'on est pessimiste, ça veut dire qu'on pense que l'avenir est noir et qu'on n'y peut rien. Alors moi, c'est pas ce que je pense. Je pense que l'avenir est noir, mais qu'on y peut quelque chose. Donc je ne suis pas vraiment un pessimiste, mais je ne suis pas non plus un optimiste. Parce que les optimistes, ce sont les gens qui croient au Père Noël, qui croient que finalement tout va finir par s'arranger, qu'il y a un happy end à tout ça. Non, je suis responsable. Être responsable aujourd'hui, être adulte aujourd'hui, c'est avoir les yeux en face des trous. On est mal parti. Maintenant, méthodiquement parlant, la catastrophe est vraisemblable. Mais nous allons essayer de vivre pour que, si jamais cette catastrophe a lieu, la façon dont nous avons vécu, ceux qui survivront à une telle catastrophe pourront s'appuyer sur la façon dont nous avons vécu, pour essayer de penser qu'il y avait quand même quelque chose avant cette catastrophe qui l'annonçait, qui permettait de survivre après cette catastrophe. Moi, c'est comme ça que j'essaye de vivre aujourd'hui. J'essaye de vivre en disant, premièrement, la catastrophe est probable. Deuxièmement, après cette catastrophe, il y aura peut-être des survivants. Il faut que je vive en sorte qu'ils me regardent après cette catastrophe en se disant, ce type-là, finalement, vivait d'une manière qui doit nous inspirer pour survivre après cette catastrophe. Mais alors la question c'est, comment vivre comme ça? La seule manière de vivre comme ça, c'est de tout faire pour éviter la catastrophe. C'est de dire, on peut éviter cette catastrophe. Non seulement on le peut, mais on le doit absolument. Peut-être qu'on ne l'évitera pas. Et peut-être qu'elle aura lieu. Et espérons que si jamais elle a lieu, il y aura des survivants. Mais dans tous les cas, ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour éviter cette catastrophe. Donc nous devons nous battre pour essayer d'élever le niveau de l'intelligence. Nous devons discuter avec les gens, tous, commencer par ceux avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Nous vivons une mutation industrielle colossale. Cette mutation industrielle, c'est un changement comportemental radical. Les gens ne veulent plus être des consommateurs, ni des producteurs. Ils veulent être ce que j'appelle moi des contributeurs. Ils veulent contribuer à leur monde. Ils veulent développer des logiciels dont ils connaissent le code source
et sur lequel ils peuvent intervenir, auquel ils peuvent participer. Ils veulent reprendre un petit peu leur vie en main. Et c'est très très bien, ça, c'est formidable. Moi, je crois à la jeunesse, fondamentalement. Elle va pas bien, la jeunesse, ça c'est certain. Bon, quand j'étais gamin, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je me disais, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs à l'époque, mais je crois que je disais que je voulais être ingénieur électronique, comme mon papa. Mon père était ingénieur électronique. Mais j'y croyais à la beauté d'un métier. Aujourd'hui, les jeunes n'y croient plus. Parce qu'on ne leur donne plus des métiers, on leur donne des emplois. C'est-à-dire juste de quoi acheter des bagnoles et produire du CO2. Et ça, ils n'y croient plus. Ils veulent faire autre chose. Ça, c'est une chance. Ça, c'est une chance. Ils ne croient plus à ça, mais ils croient à d'autres choses. Il s'agit de changer complètement d'organisation industrielle. Mais c'est tout à fait possible. Les technologies contemporaines le permettent. Les technologies contemporaines comme Internet, par exemple, sur Internet, il n'y a pas de consommateur. Internet, c'est un réseau qui est fait pour que celui qui reçoit renvoie. Alors vous allez me dire, si, il y a beaucoup de consommation en réalité. Vous allez sur eBay, vous consommez. Mais Internet ne marche pas vraiment comme ça. Ce qui fait fonctionner Internet, c'est que les gens qui reçoivent des choses en renvoient. C'est-à-dire qu'ils sont actifs. Et c'est ça qui fait le succès d'Internet chez les jeunes. C'est parce que les jeunes, tout à coup, ont le sentiment, alors, ils peuvent être leurrés, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui comprennent très vite que là, il y a un nouveau business à faire, un nouveau marketing à développer, etc. Ça, c'est l'objet d'une lutte politique, d'une lutte économique, d'une lutte de nouveaux modèles industriels à développer. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se battent là-dessus. Ce qu'on appelle les activistes aux États-Unis, ce qu'on appelle les hackers, le mouvement ce que Pekka Immonen, le philosophe finlandais, a pensé avec Linus Torvalds, qui est celui qui a fait, il ne s'est pas contenté de penser, Linus Torvalds, il a fait le système Linux, qui est un système qui aujourd'hui va devenir le principal système d'exploitation en informatique. Ce ne sont pas des gens qui ont les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, ou les mains dans les poches. Eh bien, en France, ça vient, tout ça aussi. Moi, Ars Industrialis, dans mon association, j'essaye de développer des pensées de tout ça. Tout ça, ce sont des choses pleines de vitalité, pleine d'optimisme. Alors là, pour le coup, ce sont des gens optimistes, ce sont des gens qui croient beaucoup à ce qu'ils font. Et il faut les écouter, il faut travailler avec eux. Alors, je crois que aujourd'hui, il faut ni être pessimiste, ni être optimiste. Il faut être résolu.